Salut les photographes, bienvenue dans les MPR News du mois de novembre 2019. On a pas mal de choses à couvrir, pas mal de news photos ce mois-ci, et aussi beaucoup de news matos, alors c'est parti. Et tout d'abord, un grand merci à Salle Digital qui sponsorise ces MPR News. C'est grâce à Salle Digital que je peux bosser pendant des heures et des heures pour vous préparer toutes ces news ce mois-ci. Et donc voilà, un grand merci à eux. N'hésitez pas à faire des petites mentions dans les commentaires, ça fait toujours super plaisir. Et aujourd'hui, on va vous présenter un nouveau produit de chez Salle Digital qui est là-dedans, mais je vous en parle un petit peu plus tard. Et c'est joli, c'est un beau produit. On attaque avec les photo news. Alors, un petit peu de technologie. Il y a des chercheurs de l'université de l'Utah qui ont réussi à développer un objectif qui fait 10 microns d'épaisseur. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu à quel point c'est ridicule, c'est minuscule. C'est environ 10 000 fois plus petit que les objectifs conventionnels. Là, il parlait d'objectifs conventionnels de smartphone. Donc c'est assez impressionnant, et en fait la façon dont il fonctionne, ce micro-objectif, ou ce micro-objectif, c'est en mettant des milliers de microstructures sur une seule surface. C'est-à-dire que c'est comme si vous avez des milliers de mini-objectifs qui du coup focalisent la lumière exactement de la même manière qu'un seul gros objectif, et donc ça fait un petit peu le même effet. Et a priori ça a l'air plutôt intéressant. Alors a priori on peut imaginer que ça va se développer surtout pour les smartphones dans un premier temps. Ça va permettre notamment d'avoir une surface totalement lisse et d'éviter le petit rebord qu'on a aujourd'hui avec les objectifs. Autre chose en technologie, et cette fois-ci c'est un chercheur en Allemagne qui a réussi a priori à résoudre le problème des blancs cramés. Et en fait, la petite astuce qu'il utilise, c'est qu'il utilise des pixels qui se remettent à zéro. C'est-à-dire que quand le pixel a accumulé une certaine quantité de lumière, il va dire « Ok, j'incrémente de plus 1, je me remets à 0. » Et puis il va continuer d'enregistrer les données, hop, j'incrémente de plus 2, je me remets à 0. Et il continue d'enregistrer les données. Et comme ça, en fait, on continue de conserver les données, juste en sachant, tiens, j'ai remis à 0 une fois ou deux fois, pour savoir à quel point on a dépassé au-dessus des blancs. Et donc ça permet virtuellement, a priori, de récupérer les blancs ensuite au post-traitement. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. La seule question, c'est est-ce que c'est pour bientôt ou est-ce que ça va être très compliqué à mettre en place, hein. Il y a toujours beaucoup de délais entre le moment où la recherche découvre quelque chose et le moment où ça arrive de façon pratique dans nos appareils photo. DxO a sorti la version 3 de son logiciel Photolab, son logiciel de traitement de photos. J'ai en plus eu la chance de pouvoir l'essayer. En fait, tout simplement, ils m'ont contacté, ils m'ont dit ça vous intéresserait qu'on vous le présente. Je dis bah oui, présentez-le moi. Et donc ils me l'ont présenté avec un petit peu les nouveautés. Et puis ensuite, ils m'ont donné la possibilité de le tester moi-même. Et je dois avouer que c'est plutôt cool. C'est pas du tout un sponsoring ou quoi que ce soit, hein, d'ailleurs. C'était juste une opportunité presse, comme ils font avec n'importe quel autre acteur de la presse. Donc c'est une très grosse mise à jour, et la partie la plus importante, c'est la plus intéressante en tout cas pour moi, c'est cette color wheel, donc cette roue des couleurs, qui va vous permettre en fait d'être super précis sur la gestion des couleurs de votre photo. Typiquement, par exemple, imaginez que là, on imagine que vous êtes sur un ciel dont vous avez des teintes qui vont du bleu jusqu'au bleu-vert, on va dire, ou jusqu'au vert, et vous aimeriez par exemple faire en sorte que tout ce ciel soit beaucoup plus homogène et beaucoup plus vers les bleus. Vous avez en fait les points d'entrée qui sont là et les points de sortie qui sont là, donc vous allez dire toutes les couleurs qui vont se trouver dans ce spectre-là, je vais faire dévier le spectre, on va dire, pour aller de, par exemple, ici à ici. Donc vous allez apporter un changement dans la teinte de votre photo, et puis vous allez la dévier pour dire, par exemple, je veux que ça parte plus vers le bleu, et puis vous pouvez soit le resserrer, soit le faire plus large pour étendre le spectre de couleurs, ou pour le resserrer. Donc c'est vraiment super intéressant, et c'est très très fun à utiliser, c'est assez simple d'ailleurs à utiliser, assez intuitif. Et j'avais encore jamais vu les curseurs de teinte, saturation, luminance présentés de cette manière-là. Je pense que c'est vraiment très très bien pour les personnes qui veulent être extrêmement précises avec leurs couleurs. Aujourd'hui, j'en suis pas encore à ce stade-là, même si j'avoue que je me suis beaucoup amusé avec. Mais vous, si vous êtes un petit peu, on va dire, frustré par la simplicité des curseurs que vous avez dans votre logiciel actuel, où on peut juste faire ça et ça, là, vous avez énormément de latitude et c'est très très intéressant. Il y a aussi la gestion des masques qui a été intégrée et améliorée. On a un système qui commence à se rapprocher un petit peu de ce que fait Photoshop. Alors, c'est pas encore complètement du Photoshop, hein, mais on peut intégrer différents masques, on peut ensuite aller annuler tel masque ou tel masque. La gestion de l'historique est intéressante. On n'est pas dans un système où on doit revenir chaque étape en arrière. On peut dire cette étape-là, je veux l'annuler, ou cette étape-là, je vais changer son opacité, par exemple, en fonction, même si on a fait 12 étapes après, quoi. Donc voilà, dans l'ensemble, c'est un logiciel qui, je trouve, est vraiment pour les personnes qui sont très très exigeantes. C'est ce que j'ai repéré moi.
Vous allez probablement aller moins vite que dans un Lightroom quand vous allez traiter vos photos. Par contre, si vous voulez être super précis, le truc que n'a pas DxO pour l'instant, c'est la gestion des fichiers aussi poussée qu'un Lightroom par exemple. Donc voilà, il faut bien se dire que, évidemment, quand on change de logiciel, on a des avantages, on a des nouvelles fonctionnalités, mais souvent il y a aussi des inconvénients et des choses qu'on perd, donc il faut être préparé et faire vraiment le pour et le contre pour savoir si c'est exactement ce qu'il nous faut ou pas. On continue sur les logiciels. Adobe a sorti une mise à jour pour Lightroom, Lightroom CC, Lightroom classique et Lightroom mobile, avec notamment deux fonctionnalités que je trouve très intéressantes. La possibilité de remplir les coins des panoramas. Donc là, en fait, ils ont tout simplement été chercher le Content Aware Fill, donc le remplissage par le contenu, on va dire, voilà, contenu intelligent, qui est présent dans Photoshop. Ils l'ont ramené dans Lightroom. Pour les panoramas en particulier, quand on va faire un panorama, des fois on a des coins où c'est blanc, et on est obligé de complètement couper notre panorama. Bah là maintenant, il va dire remplir les coins. Alors, normalement, en général, Photoshop fait ça plutôt bien, donc j'imagine que dans Lightroom, ce sera aussi très bien fait. Donc c'est plutôt cool. Et puis c'est bien aussi pour les gens qui, comme moi, sont pas très précis sur leur panorama, qui n'ont pas la tête exactement où il faut, avec le niveau parfaitement à niveau, avec la rotule qui est exactement pareil comme il faut. Et donc du coup, il y a des endroits où il y a un peu de blanc dans mes panoramas, parce que je l'ai fait à la main. Et donc ça, c'est plutôt bien pour les gens comme moi. Et puis ils ont apporté la possibilité de faire des multi-exports d'un seul coup. C'est-à-dire que, par exemple, moi j'ai plusieurs presets pour mes exports. J'en ai un pour Facebook, un pour Instagram, j'en ai un pour les tirages, j'en ai un pour mon site, enfin j'en ai un pour plein de choses. Et là, la possibilité, c'est qu'au moment d'exporter, on dit, je veux exporter dans ce preset, celui-là, 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 et il fait tous les exports en même temps, dans tous les dossiers en même temps. Donc ça, c'est plutôt cool. Darktable, le logiciel open source de retouche de photos, est aussi sorti. Il a sorti aussi sa version 3.0, donc une grosse mise à jour, avec une nouvelle interface qui est plus propre. Et ça, c'est plutôt cool, parce que c'est vrai que c'était un petit peu, moi, le reproche que je faisais à Darktable, c'est que c'était un peu fouillis, un peu difficile de s'y retrouver. Ça fait un peu, c'est bête à dire, mais un logiciel open source, souvent, va beaucoup plus miser sur le développement des fonctionnalités que sur l'esthétique globale et le côté, même parfois, un peu ergonomique, on va dire, du logiciel. Et là, ici, ils ont vraiment fait un gros effort de ce côté-là, donc ça, c'est plutôt cool. Une des grosses améliorations sur la rapidité du logiciel aussi. Et puis, c'est toujours gratuit, c'est toujours open source, donc si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer dans le lien dans la description, aller le télécharger, et puis le tester, pour voir si ça vous convient. On passe aux news MPR. Salon de la photo, c'était cool, et c'était très cool le week-end dernier. Pour moi, c'était un excellent cru, c'est même le meilleur salon de la photo, je trouve. Alors, pas d'un point de vue global, d'un point de vue perso. Moi, j'ai passé le meilleur salon de la photo que j'ai eu dans ces dernières années, notamment parce que c'était assez équilibré d'un point de vue personnel. Jusqu'à présent, les autres fois, il y a eu les premiers salons de la photo où, par exemple, j'allais que sur les stands de matos parce que j'essayais de rentrer en contact avec les gens des différentes marques, parce que ça m'intéresse de savoir un petit peu comment ils travaillent, quels sont leurs objectifs, quels sont, sans mauvais jeu de mots. Enfin voilà, je voulais rentrer en contact avec ces gens-là. Maintenant, je suis en contact avec eux de façon plus régulière. Je voulais, ensuite j'ai eu des éditions du salon de la photo où j'essayais de marcher dans les allées, mais tout le monde m'arrêtait tout le temps, donc c'était cool, il fallait discuter, je discutais avec plein de gens, et de vous rencontrer c'est cool, mais je faisais que ça en fait pendant 2 jours, et donc j'étais un peu frustré sur la partie stand, et puis sur la partie transmission, parce que du coup on transmet pas grand chose, juste des rencontres. Et puis là, cette fois-ci, je trouve que c'était un bon équilibre parce que donc on avait notre stand de youtubeurs, on a fait plusieurs conférences, moi j'ai fait mes 2 confs sur la photo de paysage, j'ai pu faire aussi 3 tables rondes même, sur le matos, sur YouTube et la photo, et puis sur comment créer et développer une chaîne YouTube. Donc c'était à chaque fois super intéressant, c'était génial de pouvoir vous rencontrer, et puis surtout de pouvoir transmettre comme on fait dans nos vidéos, mais en vrai, et pour moi c'est vraiment le déroulé logique en fait, après une chaîne YouTube. Des rencontres évidemment dans les allées du salon et puis à 17h au gros meet-up, et puis j'ai pu prendre 2-3 heures pour aller voir les petites nouveautés sur les stands, ça m'a suffi largement, c'était juste ce qu'il fallait, comme ça j'étais un peu pressé et puis je pouvais dire aux représentants que j'allais voir, voilà, montrez-moi juste les nouveautés, mais j'ai que 20 minutes, et puis comme ça on perdait pas trop de temps à discuter aussi, donc c'était bien. Et puis sur la partie fun, parce que voilà, je regrette absolument pas finalement de pas être allé à la grosse soirée, d'avoir pris du temps avec mes tipeurs, parce qu'on a passé des soirées juste de dingue, on a fait des soirées loup-garou, on a fait refait le monde et tout ça, donc c'était cool. Et voilà, pour moi c'était exactement le bon équilibre entre tout ça, donc c'était un super salon. J'espère que de votre côté c'était bien aussi. J'aimerais avoir vos avis en fait sur l'organisation globale du salon.
Parce que bah, pour l'instant, on a une voix qu'on peut faire entendre en fait avec les youtubeurs, vu qu'on a ce stand. Et surtout, on essaie bah, de redynamiser un petit peu le salon qui était un petit peu devenu plan-plan peut-être certaines années, même si l'organisation essaie de le dynamiser, mais voilà, nous on apporte quelque chose d'un peu frais en fait. Et du coup, j'aurais voulu savoir pour ceux qui y étaient cette année, qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce qu'on devrait faire plus? Qu'est-ce qu'on devrait faire moins? Voilà, qu'est-ce que vous pensez globalement de l'organisation du salon et de... Voilà. Je laisse la question volontairement ouverte, j'ai un avis sur la question, mais j'aimerais entendre vos avis à vous. Donc dites-moi dans les commentaires bah, si vous avez des suggestions pour les prochaines éditions. Et puis nous, on les fera remonter, puis qui sait, peut-être que ça impactera bah, les prochaines éditions et qu'on aura de plus en plus des choses qui nous plaisent finalement dans le salon de la photo, qui reste, je pense, bah, la grande fête de la photo, et je trouve ça plutôt sympa. Et pour finir sur la fameuse conférence sur la photo de paysage, vous êtes très nombreux à m'avoir demandé si j'allais la diffuser sur la chaîne YouTube. Alors non, je vais pas la diffuser. Ah quoi, quelle horreur! Une seconde. On l'a enregistré pendant qu'on y était, le son était juste pas bon. On n'a pas réussi à avoir un son correct, et je me vois pas vous la diffuser comme ça, avec un mauvais son et avec les photos qui s'affichent pas correctement. Donc je préfère en fait la retourner. Donc je vais la tourner et vous la diffuser sur la chaîne ce dimanche à 16h. Donc ce dimanche à 16h, elle sera diffusée sur la chaîne. Et pourquoi je vous donne l'horaire précis? Parce que je vais la diffuser en première. Et donc en fait, je voulais faire un live au départ et la refaire en live, sauf que je me base énormément sur les photos et vous n'allez pas pouvoir bien voir les photos en live parce que la compression sera pas bonne. Et puis malheureusement ici, pour l'instant, dans la nouvelle maison, on n'a pas encore vraiment ce qu'il faut pour faire un live, surtout en termes de connexion internet. Donc je vais la tourner. Je vais laisser volontairement un bon quart d'heure de blanc à la fin de la vidéo. Et donc du coup, ce sera une première, donc on pourra discuter dans le chat pendant qu'on visionne la conférence ensemble, et surtout après, on fera une petite session de questions-réponses dans le chat aussi, et je laisserai tout ça sur la chaîne YouTube ensuite, mais pour ceux qui ont des questions, voilà, ce sera vraiment le bon moment pour regarder ça. Donc dimanche à 16h, j'essaierai peut-être de la mettre à 17h sur Instagram si j'y arrive. Rendez-vous lyonnais, qu'est-ce que c'est que ça? Bah oui, vous le savez, j'habite près de Lyon maintenant, et alors je suis pas à Lyon même, mais j'ai très envie d'aller tous les mercredis à Lyon, pour aller bosser en fait, et parce que j'ai besoin aussi d'aller rencontrer des gens qui sont sur Lyon, pour plein de choses différentes, pour mon activité du coin des youtubeurs, pour mon petit réflexe, etc. Et en fait, j'aimerais, dès le 27 novembre, donc ça arrive très bientôt, dès le 27 novembre, je serai tous les mercredis, hors vacances scolaires, on va dire. Je serai tous les mercredis à Lyon et je vais aller au HO36 bar. C'est un petit bar qu'on m'a conseillé, on m'a dit que c'était très sympa, du côté de Guillotière. Et donc moi, je bosserai là pendant toute la journée. Donc a priori, à peu près 10h à 17h, on va dire, parce que je vais prendre le train pour y aller, pour revenir. Donc voilà, on va dire globalement entre 10h et 17h. Et du coup, n'importe qui peut venir. Le but, c'est totalement libre et ouvert, quand vous avez envie, quand vous avez du temps. Ça peut être sur le temps du midi, pour aller boire un café, pour ce que vous voulez. Et l'idée, c'est qu'on puisse discuter. On peut discuter photo, on peut discuter YouTube, on peut discuter plein d'autres choses, de tout ce que vous voulez. Moi, j'y serai pour bosser. Et puis, dès qu'il y a des personnes qui viennent, qui se pointent, bah, on cause, et puis voilà, c'est sympa. J'aimerais mettre ça en place, puis voir un petit peu comment ça se déroule. Voilà. Si vous voulez des updates, si vous voulez être sûr que je suis là à ce moment-là, suivez le Instagram @eslepoutre, qui est mon Insta perso, sur lequel je mettrai des mises à jour. Si jamais, par exemple, entre 10h et 17h, il y a un moment où je dois partir, je pars pendant 1 heure ou 2, je mettrai un message là-dessus, dans les stories de ce compte-là, comme ça vous saurez que je reviens à telle heure, etc. Alors, salle digitale, on va revenir un petit peu sur ce qu'il y a là-dedans. En fait, c'est une toute nouvelle offre de salle digitale qui, vous le savez, fait des livres photos depuis très longtemps. Et ils ont sorti des livres qui s'appellent Professional Line, la gamme professionnelle, qui sont des livres qui sont faits main, avec différentes options, et qui sont vraiment destinés aux pros, mais qui sortent du coup des livres très 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 jolis. J'ai la chance d'en avoir un là, que Salle Digitale m'a gentiment envoyé, et du coup je vais vous le montrer rapidement, et je vais vous donner rapidement mon opinion. Alors, donc en fait là j'ai le coffret déjà. On a plusieurs options, on a le coffret, et on a l'option plexiglas sur la couverture. Donc comme vous pouvez le voir, voilà, on a un beau coffret en cuir, fabriqué à la main aussi d'ailleurs. Et puis on a ici la petite languette qui permet de soulever et d'aller prendre le livre. Tac. Donc ensuite je vais aller poser le coffret. Et donc là vous voyez la couverture en plexiglas. Alors c'est assez rigolo les retours que j'ai eu sur la couverture en plexiglas. D'une manière générale, les non-photographes ont tous eu un peu un effet waouh. Donc la plupart ont fait waouh, c'est impressionnant, c'est joli, machin. Et la plupart des photographes ont eu un effet
Oh, le plexiglas, je suis pas fan quand même. Donc ça dépend vraiment en fait, ça dépend vraiment des personnes. Si vous aimez le côté un peu lustré, le côté un peu... Voilà, ça fait vraiment ressortir les couleurs énormément le plexiglas. Donc ça peut être un peu agressif pour des yeux habitués à voir des photos, on va dire. Mais pour des particuliers en général, des gens qui sont pas habitués à voir beaucoup de photos, ça a plutôt un effet waouh. Donc à vous de voir si ça vaut le coup ou pas. Et donc quand on l'ouvre, vous voyez, on a toutes les photos qui se présentent. C'est un livre avec une ouverture à plat. Alors je ne vais pas vous faire le tour de tout le livre. Ce que j'aime beaucoup, c'est le papier. On a un papier avec une finition qui, moi, me fait penser aux finitions des livres qu'on peut retrouver à la FNAC, en librairie, des livres photos. Quand on va acheter un livre photo, c'est difficile à exprimer un petit peu. Il y a une légère texture en fait dans le papier, mais c'est exactement ça. Imaginez demain, vous achetez un livre de Yann Arthus Bertrand avec plein de photos, vous avez exactement cette finition-là sur vos photos. Donc moi, j'aime énormément ce rendu. Je trouve ça vraiment très très joli. Euh, c'est pas là que vous avez le plus de définition sur les photos. Je pense que vous aurez plus de piqué sur vos photos si vous faites des tirages, par exemple, ce qui est normal. Mais pour un livre photo, j'aime énormément cette finition-là. Je préfère même. Donc voilà, c'est très très beau. Moi, je suis très très content de ce livre. Je pense que bah voilà, ça a certains usages. Je pense que pour des livres de mariage en particulier, ça pourrait tout à fait coller. Voilà, à vous de tester, d'essayer éventuellement pour voir si ça vous convient aussi. Si d'ailleurs vous voulez le tester, Salle Digital a mis en place une zone test, on va dire, comme ils ont fait déjà pour pas mal d'autres produits chez eux. Certains d'entre vous l'ont déjà pas mal utilisé d'ailleurs. Donc vous allez dans le lien qui est dans la description. Et quand vous arrivez là-dessus, vous remplissez un petit formulaire avec votre nom, prénom, adresse mail, et puis l'explication de pourquoi vous voulez le tester en fait. Et vous avez à ce moment-là un bon de réduction de 100 € pour pouvoir tester le livre. Et puis en général, le deal, c'est que vous partagez votre avis sur les réseaux sociaux. Ça fait un peu de pub à Salle Digital, vous avez une grosse réduction et tout le monde est content. Voilà, vous connaissez un petit peu la musique, donc si ça vous intéresse, allez dans le lien qui est ici dans la description pour vous inscrire. On passe au matos. Nikon a annoncé le Z50, le premier APS-C mirrorless de chez Nikon depuis très longtemps. Hein. Avant, il y avait les J1, etc., mais qui étaient des tout petits capteurs. Là, c'est le premier APS-C mirrorless. 11 images par seconde, 21 mégapixels, 209 points d'autofocus, l'autofocus sur l'œil, qui est maintenant très bon chez Nikon. L'écran tactile qui se retourne, comme ça, que de haut en bas, mais qui peut se retourner complètement vers le bas, à 180 degrés vers le bas. Ce qui peut être bien si vous voulez vlogger, mais sans tenir par en dessous, donc pas forcément super pratique. Et puis par contre, si vous voulez le mettre sur un trépied, bah, c'est mort, ça marchera pas. Donc voilà, c'est quand même une semi-bonne idée en général. Pas de système de nettoyage du capteur non plus, c'est un petit peu étrange. Ils l'ont retiré a priori pour gagner de la place et du poids. Mais bon, c'est quand même toujours plutôt pas mal d'avoir ce petit moteur qui permet de faire vibrer et de faire tomber des poussières. Il est proposé aujourd'hui à 1150 € en kit, donc soit avec un objectif kit, je crois que c'est 1650, soit avec la bague FTZ, donc la bague qui permet d'adapter les objectifs monture F sur votre Nikon Z50. Voilà. Nikon a annoncé donc dans le même temps voilà, le 1650, 3.5, 5.6 VR. Donc le premier objectif dédié pour la gamme APS-C mirrorless de chez Nikon, stabilisé, et puis ultra compact, comme vous pouvez le voir, il est tout fin, et en fait ce qui se passe c'est qu'il va se déployer quand vous allez zoomer avec. On le voit bien sur la photo précédente, ici il est monté là, vous voyez à quel point il va sortir en fait. Donc c'est un objectif vraiment très compact. Et puis il y a une bague de contrôle qui vous permet de mettre un paramètre sur cette bague et dire par exemple je veux changer mes ISO, ou je veux changer mon ouverture sur cette bague, etc. Il coûte aux alentours de 300 $. Dans le même temps, Nikon a annoncé aussi le 50-250 4.5 5.6 VR et la bague de contrôle aussi pour 350 $. À voir les tests ensuite pour voir si c'est vraiment qualitatif. Après, on est sur de l'objectif kit pour des APS-C. Vu la gamme de prix, à mon avis, on va être dans la même zone de qualité que les objectifs kit qu'on avait sur les boîtiers Nikon jusqu'à présent. C'est-à-dire correct, mais pas transcendant non plus. Sony a annoncé le A9 Mark II, le super boîtier super ultra rapide pour les photographes de sport et notamment en prévision des JO 2020. 24,2 mégapixels en plein format, 20 images par seconde, sans blackout, c'est-à-dire sans moment où vous avez du noir devant les yeux et du coup parfait pour pouvoir suivre les athlètes. Avec des nouveaux grips, des nouveaux boutons refaits, un port Ethernet pour pouvoir transférer plus vite ces images. Voilà, il y a plein de fonctionnalités qui sont entièrement dédiées aux pros, vraiment clairement à ceux qui doivent transférer les images à leur rédaction derrière, enfin voilà.
2 ports de carte SD UHS 2, 5400 €, vraiment à dédier aux pros et un usage très spécifique. Canon a annoncé le développement du 1DX Mark III, donc leur super gros boîtier pour les JO de Tokyo 2020. Alors ils ont annoncé le développement, mais en même temps ils ont dit tout ce qu'il y avait dedans, donc c'est quasiment comme une annonce, on n'a juste pas la date. 20 images par seconde en live view, 16 quand on n'utilise pas le live view, un buffer de 170 €, c'est énorme, c'est vraiment énorme. La vidéo 4K à 60 images par seconde, comme quoi ils sont capables de faire. Et puis 2 ports de carte CF Express dedans. On n'a pas le prix ni la date de sortie pour l'instant. Sigma a annoncé le FP, un tout petit boîtier, c'est le plus petit boîtier mirrorless plein format du monde, 24,6 mégapixels, très personnalisable, ils jouent beaucoup là-dessus sur le marketing. Sigma a pas fait énormément de boîtiers, ils ont les boîtiers à capteur Foveon, vous savez, qui avaient une forme un petit peu bizarre. J'aimerais bien tester un jour quand même les boîtiers Sigma. Et puis là, c'est vraiment fait pour qu'on puisse venir ajouter des accessoires sur les côtés, au-dessus, etc. Ils vont sortir des cages. Clairement, ils expliquent que c'est un boîtier qui est plutôt orienté pour les cinéastes, pour les vidéastes que pour les photographes. 4K à 24 images par seconde en format Cinero. Et voilà, clairement un boîtier surtout pour filmer, il faut plus le voir comme un concurrent de la Blackmagic par exemple, que comme un concurrent d'un Nikon Z6 quoi. Vendu à 2000 €. Olympus a annoncé le Olympus EM5 Mark III, 20 mégapixels, format de capteur micro 4 tiers, avec un écran vari-angle, c'est-à-dire ça c'est ceux qui peuvent aller vers le haut, vers le bas, et aussi vers la droite, vers la gauche, c'est ceux que je préfère ceux-là. Il shoot en 4K à 24 images par seconde en vidéo, un capteur stabilisé, 1200 € et un look plutôt sympa. Fujifilm a annoncé le X Pro 3, un appareil qui est à capteur APS-C, qui fait 26,1 mégapixels, qui a une philosophie vraiment différente. On est vraiment dans un style typé rangefinder, c'est pas un rangefinder, mais c'est typé rangefinder, avec le petit viseur complètement excentré sur le côté, et un écran qui est très particulier, c'est-à-dire que vous avez un écran normal, c'est juste qu'il est fermé à l'intérieur, et vous pouvez seulement le basculer vers le bas. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir l'écran devant, tenir votre appareil comme ça et regarder l'écran, c'est pas possible. Et ce qui est assez rigolo, c'est que quand on le referme, du coup on est quasiment toujours obligé de le fermer, on a un micro-écran qui va indiquer juste quelques illustrations ou quelques informations, et notamment si vous êtes dans les modes de simulation de film Fuji, il va vous remettre exactement le petit papier, comme ce qu'on faisait à l'époque de l'argentique, où on mettait le petit papier de la pellicule pour se souvenir que c'était du 400 ASA ou des trucs comme ça. Donc là, vous avez justement ce côté un petit peu rétro. Et en fait, l'idée derrière ça, et ils expliquent que c'est vraiment volontaire, c'est de ne pas se laisser distraire par l'écran, jamais dans la prise de vue. Et donc en prise de vue, c'est comme si on n'avait pas d'écran, comme en argentique, comme voilà, sur certains boîtiers. Et par contre, si on veut, soit on peut prendre à la taille, exactement comme avec les boîtiers à viser par-dessus. Donc c'est-à-dire que là, on va retourner l'écran et du coup, on peut prendre des photos comme ça. On regarde l'écran et puis on prend ses photos. Ça peut être sympa. Et sinon, surtout, on baisse l'écran pour les regarder nos photos après, pour pouvoir les changer, etc. Mais là, vraiment, l'idée, c'est de vous décourager de faire « je prends ma photo, je regarde, je prends ma photo, je regarde ». Et vraiment de vous concentrer plutôt sur l'image. Donc c'est un parti pris, je trouve ça plutôt sympa et plutôt intéressant de faire des boîtiers différents. Sinon, en vidéo, il shoot en 4K 30 images par seconde, et il y a des protections en titane tout autour pour que ce soit plus léger et plus solide. 1900 € dans la version noire, je crois que c'est 2100 dans la version un peu plus argentée ou dorée. Leica a annoncé le SL2, un boîtier plein format de 47 mégapixels avec un capteur stabilisé, 10 images par seconde, la technologie Pixel Shift pour faire des fichiers jusqu'à 180 mégapixels, des trucs comme ça, qui shoot en vidéo 4K à 60 images par seconde, 2 slots de carte SD, donc je trouve que c'est, pour un Leica, un boîtier dans lequel il y a zéro compromis. Ils ont mis vraiment toutes les dernières technologies qui existent, c'est un boîtier vraiment plutôt pas mal. Leica, c'est longtemps, on va dire, reposé sur la marque Leica et le fait qu'on ait des boîtiers différents, etc., pour jamais tellement proposer des boîtiers à la pointe de la technologie. Et là, je trouve ça pas mal qu'ils proposent vraiment un truc au top du top. Alors évidemment, après, ça vient avec un prix Leica, mais au moins, quand on aime les Leica et quand on a les moyens de se les payer, on peut aussi avoir le top de la technologie aujourd'hui. J'ai vu quelques petites images des menus et tout, c'est beau. Enfin, faut avouer que c'est très classe, c'est très très bien fait. Après, bon, lâcher 6000 € pour un truc juste joli dans les menus, faut pas déconner non plus. Ensuite, on passe aux objectifs. Tamron a annoncé 3 objectifs en focale fixe pour les appareils photo Sony. Donc on a le 20 mm f2.8, donc les trois ont les mêmes caractéristiques ici, donc je vais vous les dire une fois pour toutes.
Elles ont toutes les trois un grossissement de 1,5, c'est-à-dire que vous avez une distance minimale de mise au point qui est très très faible, qui vous permet de faire quasiment de la macro. Ils sont tous les trois aux alentours de 210-220 grammes, 6,5 cm, donc vraiment très petits. Très petit, très léger, avec des diamètres de filtre de 67 mm. Et justement, en discutant avec Tamron au salon de la photo, ils m'ont expliqué qu'ils avaient fait volontairement, exprès, pour que tous les objectifs monture Sony aient le même diamètre de filtre, ce qui fait que vous pouvez avoir le même filtre pour tous les objectifs et jamais être embêté. Et donc que ce soit le 17-28, le 28-75, le 70-180 dont on va parler après, et les trois focales fixes, ils ont tous un diamètre de 67 mm, et ils ont tous l'envie d'être compact, léger et performant. Donc je trouve ça plutôt bien. On peut se demander pourquoi f2.8 pour une focale fixe, il y a plein de focales fixes qui font du f1.8, f1.4. Ben moi j'aime bien les fabricants qui font des objectifs, pas forcément toujours le plus gros ou le plus large, parce qu'on est aussi parfois nombreux à être intéressés à avoir des choses qui sont plus petites, plus légères, et on n'a pas forcément tous besoin d'avoir des objectifs à f1.8 ou f1.4, donc c'est bien d'avoir ces options-là. Si je veux un grand angle et une très grande ouverture, je vais aller chez Sigma, ils ont des super objectifs là-dedans, mais aussi c'est des tanks, il faut se les porter sur le dos après. Donc on a aussi le 24 mm f2.8 avec les mêmes caractéristiques, tous à 450 € d'ailleurs. Et puis le 35 mm f2.8, même caractéristique, 450 €. Et donc, comme je vous disais, en développement, ça a été annoncé le 70-180 f2.8 qui va venir compléter la trilogie du 17-28, du 28-75 et donc 70-180, des objectifs f2.8 pour monture Sony qui sont compacts, qui sont légers et qui, pour l'instant, en tout cas sur les deux que j'ai testés, sont excellents en termes de qualité optique. Donc j'espère que celui-là le sera aussi. J'ai beaucoup insisté auprès du représentant de Tamron pour être un des premiers à qui il l'enverrait pour le tester. Donc j'espère. J'espère qu'il me l'enverra très rapidement pour le tester très rapidement quand ce sera dispo. A priori vers le printemps 2020, on n'a pas les prix pour l'instant. Canon a annoncé le 70-200 mm f2.8 LIS pour la monture RF. C'est la première fois, si je dis pas de bêtises, ou en tout cas la première fois depuis longtemps, qu'on voit un 70-200, vous savez, les fameux objectifs blancs, avec le zoom externe. L'idée de Canon est de se dire, on a des boîtiers maintenant mirrorless qui sont un petit peu plus compacts, donc on essaie de faire en sorte que les objectifs soient aussi un petit peu plus compacts pour que ce soit un ensemble équilibré, je trouve pas ça déconnant. Donc il est à peu près un quart plus léger et un quart plus compact que les versions précédentes, les versions réflexes en tout cas. Voilà, avec le zoom externe. Par contre, le prix, ils l'ont pas compacté, c'est bizarre. C'est bizarre, ils l'ont pas compacté de 25%, on dirait qu'ils l'ont plutôt étendu de 100%, à peu près. Donc ça coûte bien cher comme toutes les optiques RF, mais on peut s'attendre à ce que ce soit de qualité, je pense. Canon a aussi annoncé le 85 mm f1.2 LDS, alors là c'est le roi du bokeh, le roi des grandes optiques chez Canon. Donc pour monture Canon RF évidemment, avec l'option, la possibilité de faire du defocus smoothing, donc DS c'est pour ça, defocus smoothing. En gros, je vous passe les détails techniques parce que j'ai pas tout compris, mais en gros ça vous permet d'avoir des billes de bokeh qui ne sont pas nettes autour, mais qui ont une transition vraiment très douce, qui permet d'avoir des billes très très naturelles et très douces à l'arrière-plan plutôt que d'avoir des ronds comme ça très très nets. Et c'est super joli si vous allez voir les photos, moi personnellement j'aime bien. Mais après ça se paye, encore une fois, 3000 €. Un demi Leica quand même. Samyang qui annonce le 14 mm f2.8 autofocus pour Canon RF, il existait déjà pour monture Sony, il l'annonce pour le Canon RF, c'est le premier objectif RF qui n'est pas Canon, c'est le premier objectif d'une marque tierce, donc c'est bien, bravo Samyang, vous avez dégainé les plus vite. Alors, on peut s'attendre à ce que ce soit les mêmes qualités optiques que sur le Sony, j'avais testé pour le Sony et c'était plutôt bon, donc voilà, intéressant, 750 € pour ceux qui sont intéressés. Panasonic a annoncé le 70-200 f2.8 OIS, ça veut dire stabilisé, en monture L, et ils annoncent une stabilisation qui va jusqu'à 7 stops. J'ai jamais vu ça. Quand les stabilisations commençaient il y a quelques années, on voyait beaucoup de stabilisation 3 stops et demi. Ces dernières années, depuis 2-3 ans, on voit beaucoup 5 stops, mais 7 stops, ça me paraît monstrueux. Alors je sais pas si c'est des mesures officielles ou si c'est eux qui s'autoproclament 7 stops de stabilisation. Pensez que Panasonic, ils sont pas mal sur les stabilisations de base. Mais bon, voilà, à voir. 2800 €, ça pique aussi. Et puis le 1635 f4 OIS pour monture L. J'ai mis OIS, il faudrait que je revérifie, je suis pas certain qu'il soit stabilisé celui-là. J'ai peur de dire une bêtise, mais je pense qu'il n'est pas stabilisé. S Pro, il n'est pas marqué OIS sur le truc, donc à mon avis, il l'est pas. Là, bah, il n'est pas marqué là non plus, cela dit.
Bon, je peux pas dire avec certitude, vous irez vérifier, mais 1600 €. Loupedeck a sorti une nouvelle console, vous n'avez peut-être pas entendu parler parce que c'est sorti un petit peu en catimini, c'est le Loupedeck CT. CT pour Creative Table, je crois, un truc comme ça, ouais, un truc comme ça, Creative quelque chose. L'idée c'est d'avoir quelque chose de vraiment carré et très très personnalisable, donc vous voyez, vous avez en fait plein de boutons, des molettes, une grosse molette ici, plein d'autres boutons, et puis un écran tactile sur lequel vous allez afficher encore plein d'autres menus. L'idée de ce Loupedeck CT, c'est de pouvoir s'adapter à plein de logiciels différents, et notamment des logiciels très complexes. Lightroom, ça peut vous paraître compliqué, mais c'est pas très complexe en réalité. On a un nombre fini, on va dire, de boutons et de solutions. Donc ils ont pu mettre tout ça sur un seul grand tableau. Si vous faites du montage dans Premiere Pro ou si vous faites du Photoshop, vous savez qu'il y a des milliers et des milliers d'options, de menus, de trucs comme ça. Ce système-là vous permet de pouvoir accéder justement à toutes les options. Je ne l'ai pas testé, mais s'il m'avait proposé, alors bon, je l'aurais testé avec plaisir, mais je pense que c'est pas un produit pour moi en tout cas, parce que justement ce que j'aime dans le Loupedeck normal, c'est que un bouton, c'est un bouton, une fonctionnalité, en gros. Vous êtes dans le module bibliothèque, un bouton, une fonctionnalité, dans le module développement, un bouton, une fonctionnalité. Et dès qu'il faut tout paramétrer et que si on appuie sur ce bouton-là, ça change la fonction de ce bouton-là, etc., bon, mon cerveau il se perd complètement. Donc pour moi, on perd un petit peu ce côté qui était simple et évident d'une platine pour un logiciel. Maintenant, pour des gens qui bossent énormément et qui ont besoin de gagner en productivité et qui veulent tout paramétrer, ça peut être une bonne solution. En tout cas, c'est pas une bonne solution pour moi. 550 $. Et je finis là-dessus. Pourquoi j'ai pas mis avec les autres? Parce que Canon a annoncé un nouveau boîtier mirrorless, et vous l'aviez peut-être pas entendu parler. C'est le EOS RA, Ra comme le dieu du soleil. C'est un boîtier qui est dédié exclusivement à l'astrophotographie. Canon et Nikon avaient déjà sorti des boîtiers comme ça auparavant. C'est tout simplement le Canon EOS R avec un filtre infrarouge qui a été modifié pour être 4 fois plus efficace et donc filtrer beaucoup plus les infrarouges et donc pouvoir résoudre beaucoup plus de détails dans les objets du ciel profond, les nébuleuses, etc. Et puis ils ont changé aussi la possibilité de zoomer, parce que vous savez, quand on zoome avant de prendre la photo, pour pouvoir justement faire la mise au point de façon plus précise, plutôt que d'avoir un zoom x10 ou x20, ils ont ici intégré un zoom x30 pour être encore plus précis sur la mise au point sur les étoiles. Voilà, donc c'est un boîtier exclusivement pour l'astrophoto, et c'est pas fait pour autre chose, c'est-à-dire que le fait de modifier ce filtre fait que si vous faites des photos dans la vraie vie, ça va être juste pas beau. En fait, c'est pas fait pour. Donc c'est vraiment que pour l'astrophoto, c'est très spécifique. 2500 $. Le petit coup de pouce de la semaine, eh ben c'est un auto-coup de pouce. C'est tout simplement que j'ai sorti un podcast sur l'autre chaîne, sur la chaîne du coin des youtubeurs. Et c'est un podcast qui s'intéresse aux créateurs YouTube et aux youtubeurs de tous horizons. On en est déjà au 2e épisode. Le premier épisode, c'était une longue interview de Jérôme de la chaîne Nowtech. Extrêmement intéressante, le grand sage a parlé pendant 3/4 d'heure et c'était vraiment super intéressant. Et le 2e épisode, c'est l'interview de Sébastien Roignan. Et vraiment, voilà, là aussi très très intéressant, vous allez apprendre plein de choses, c'est un peu intimiste, on a enregistré ça à la bougie, dans le noir. Donc du coup, voilà, l'idée c'était vraiment de se plonger un petit peu dans les méandres d'un Sébastien Roignan. Donc vous verrez, c'est assez intéressant, donc si jamais ça vous intéresse, abonnez-vous, allez voir le podcast dans l'application de podcast que vous utilisez. Je parle bien ici de podcast audio, donc vous pouvez le retrouver sur Apple Podcast, vous pouvez le retrouver sur Spotify, vous pouvez le retrouver dans les applications que vous voulez. Vous cherchez les créateurs vidéo, et puis vous tomberez dessus facilement. Et il y aura une interview par mois de créateurs vidéo à l'avenir. Donc le 3e, ce sera Olivier Schmitt, comme ça j'aurai fait le tour de la clique. Et après, je vais varier un peu plus, on va sortir un peu du milieu de la tech, de la photo, etc. Je vais essayer aussi d'avoir plus de femmes sur le podcast, donc comme ça, voilà, on aura un petit peu de tout, ce sera intéressant. Je voulais finir en disant un grand merci à Salle Digital pour avoir sponsorisé cet épisode et m'avoir permis de le faire, et du coup m'avoir permis de vous le proposer. J'espère que ça vous plaît toujours, que vous êtes toujours ok avec le fait de faire sponsoriser les épisodes, parce que sinon il n'y aurait pas le choix, il n'y en aurait pas, parce que je vous dis, ça me prend beaucoup de temps, mais comme je vois que ça vous plaît beaucoup, je me dis que c'est un bon deal pour tout le monde. Voilà, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, salut, et on se retrouve dimanche pour la conférence sur les 7 conseils pour faire des belles photos de paysages en voyage, donc dimanche à 16 h, et on se retrouve à la première, comme ça on pourra être dans le chat, dans les commentaires ensemble. Salut, à dimanche!